Bonjour les parents qui cheminent et bienvenue dans ce podcast qui s'intitule Comment leur expliquer les autres. J'aurais peut-être pu l'intituler également Comment éduquer à la non-violence dans un monde violent. Ou en tout cas violent selon nos critères, puisque on a tous des définitions différentes de la violence, n'est-ce pas? S'il suffit d'aller voir la liste des violences éducatives ordinaires et de se rendre compte de la fréquence à laquelle toutes ces violences sont utilisées par les familles et par les adultes qui entourent les enfants pour voir que on met tous des choses différentes sur ces listes-là et on les emploie ou pas en fonction de notre cheminement. En tout cas, vous qui êtes ici et qui aspirez à une éducation positive, bienveillante, consciente, sans violence, vous faites probablement régulièrement face à des situations dans lesquelles les comportements des adultes ne sont pas en ligne avec vos valeurs. Alors, comment on fait dans ces cas-là pour expliquer ça à nos enfants? Juste pour un petit contexte, je vous rappelle que ce podcast est le troisième d'une mini-série. Donc, si vous suivez le podcast régulièrement, vous l'avez vu, puisque j'ai commencé par un numéro qui s'intitulait Fais un bisou à papy, et puis le suivant s'intitulait Ce qu'on ne contrôle pas, mais qu'il voit. Pour remettre un peu de chair dans tout ça, Fais un bisou à papy reprenez l'anecdote d'une maman dans nos programmes. Enfin, pour elle, c'était pas une anecdote, une situation vécue d'une maman dans nos programmes qui avait eu son père à elle qui faisait un peu comme du chantage à sa fille, donc à sa petite fille à lui, pour obtenir un bisou, et donc la difficulté de cette maman de réagir à ça. Dans ce podcast-là, on a parlé non seulement évidemment de consentement compte tenu du contexte, mais surtout le sujet était comment on fait pour aborder ces questions avec nos parents quand nos parents ont des comportements qui ne correspondent pas à nos choix éducatifs. Dans le suivant, qui parlait donc de ce qu'on ne contrôle pas mais qu'il voit, j'ai abordé la question justement de toutes ces situations auxquelles nos enfants font face et dans lesquelles ils sont témoins d'attitudes de la part en particulier d'adultes qui ne correspondent pas à ce que nous, on cherche à leur transmettre et de la difficulté que ça peut avoir puisque finalement, on a beau essayer de transmettre autre chose, nos enfants intègrent les modèles reçus, y compris par ceux qu'ils voient au quotidien. D'où la difficulté de les éduquer à la non-violence dans ce monde violent. Et donc, dans ce podcast, je voudrais insister sur le fait que c'est important, selon moi en tout cas, d'engager dans ces cas-là la discussion avec nos enfants pour les aider à détricoter un petit peu les situations auxquelles ils font face. Voilà pourquoi celui-ci s'appelle Comment leur expliquer les autres, puisque les autres, ces autres, ce sont ceux qui donc ont des attitudes qui ne correspondent pas à ce qu'on transmet. Je répète, ainsi que je l'ai dit dans le précédent quand même, que en toute humilité, je dirais que nous avons également parfois des comportements qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche à transmettre, et donc parfois c'est nous-mêmes qu'il va falloir expliquer. Cependant, dans ce podcast, je vais juste parler de des situations qui sont réellement hors de notre contrôle. Pourquoi? Parce que quand c'est nous, on peut rentrer dans une démarche de réparation, on peut essayer d'expliquer, on peut se reconnecter, on peut réparer le lien. Quand ce sont d'autres adultes, c'est hors de notre zone de contrôle, c'est souvent, ça dépend des cas, mais souvent des situations qui nous échappent. Et ça me paraît important de quand même en parler à nos enfants et pas juste se dire qu'ils sont témoins de ça et que ça fait partie de leur exposition et que c'est tout. Même si on ne peut rien faire pour contrer ça et que ça va continuer, qu'ils vont encore être exposés à ce genre de choses, on peut quand même essayer d'en discuter avec eux et de voir un petit peu ce qu'on ressort de ça. Alors, pour être clair, en discuter avec eux, ça peut avoir deux formes en fait. Il y a réellement deux postures possibles, je pense, face à des situations comme ça, et vous en trouverez plein d'exemples dans le numéro précédent, ce qu'on ne contrôle pas mais qu'il voit. Vous verrez à quel point ça résonne envers vous, mais je vais également vous redonner des exemples ici. Il y a deux postures possibles. Donc, la première, c'est d'affirmer, c'est-à-dire d'affirmer nos valeurs, de renforcer un petit peu nos valeurs et nos principes en expliquant pourquoi cette situation va à l'encontre de celle-ci et de ceci. Et ça, c'est déjà une posture qui est intéressante parce que malgré ce qu'on voit, on peut réaffirmer ce qui est important pour nous. Et on a également la posture de l'interrogation qui est très probablement une posture qui est plus intéressante pour savoir un petit peu, d'abord pour rester connecté à notre enfant et à ce qu'il vit, et pas seulement lui affirmer ce que nous on pense, mais que peut-être il n'écoute que d'une oreille, mais également pour développer son sens critique en fait. Ça c'est aussi important dans la démarche, c'est-à-dire que l'idée c'est que peu à peu il puisse lui-même analyser les situations auxquelles il fait face. Je dis il, ça peut évidemment être elle, hein, on est bien d'accord, c'est notre enfant, parce que on va pas
être avec notre enfant 24 heures sur 24, on va pas pouvoir voir tout ce dont il est témoin et donc on va pas tout détricoter et tout lui expliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui transmette suffisamment de choses pour que lui-même puisse détricoter, pour que lui-même use de son sens critique pour voir s'il est d'accord ou pas avec ce dont il est témoin. Voilà. Donc, comment on fait ça? C'est ça la question. Donc, je répète cependant, avant de dire comment on fait ça, que autant la posture d'interrogation, elle est intéressante, elle est plus dans l'ouverture, elle est plus dans l'échange, et donc je pense que c'est le premier chemin à suivre quand on peut. Autant j'ai également conscience que souvent notre posture ce sera une combinaison des deux. Et pourquoi ce sera une combinaison des deux? Parce que si vous êtes comme moi, et peut-être vous ne l'êtes pas, donc peut-être que vous arriverez très bien à rester, en tout cas dans un certain temps dans l'interrogation, euh, on est souvent, ce qui se passe aussi, c'est que on peut être entraîné par nos propres émotions qui font qu'il est difficile de rester dans l'ouverture et l'interrogation. Et donc, en fonction de la situation à laquelle vous allez faire face, vous allez pouvoir choisir soit d'aller vers des interrogations, soit d'aller vers de l'affirmation, soit faire une combinaison des deux, ou faire les deux dans deux temps différents. Et c'est vraiment là-dessus que vous pouvez jouer. Dans tous les cas, l'objectif est le même, c'est de continuer, même dans ces situations-là, à transmettre vos valeurs aux autres. Et finalement, quand on assiste à des circonstances qui nous plaisent pas, c'est aussi une façon de revoir justement ce avec quoi on est d'accord, ce avec quoi on n'est pas d'accord, ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on n'a pas envie de vivre. Finalement, quand on nous montre des choses qui ne nous plaisent pas, c'est aussi une façon de réaffirmer ce qui nous plaît. Donc c'est de ça dont j'aimerais me servir pour aider mon enfant à voir un petit peu ce qui est important pour moi. Après, ce sera bien à lui de toute façon de faire ses propres choix et de développer ses propres valeurs, même si je sais qu'en tant que parent, on transmet des choses qu'on le veuille ou pas. Typiquement, si je suis à la sortie de l'école, ça m'est arrivé une fois il y a des années, à la sortie de l'école, mon fils était encore en maternelle à l'époque. Il y a une maman qui vient chercher son propre fils à peu près au même moment et qui fait face à la déception de son fils parce que elle lui avait visiblement promis d'apporter la trottinette à la sortie de l'école et elle l'a oublié. Et donc le fils se met à pleurer. Et au lieu de recevoir cette émotion, alors peut-être aussi parce qu'elle s'en sent partiellement responsable, parce que c'est elle qui a oublié, mais peut-être pas, peut-être qu'elle s'en sent pas responsable en se disant bon ça va, c'est pas la peine de faire. Peut-être qu'intérieurement sa pensée c'est pas la peine de faire toute une affaire. Moi j'ai 150 trucs auxquels je dois penser, j'ai oublié la trottinette, ça va quoi. Bon, c'est peut-être ça, j'en sais rien. En tout cas, au lieu d'accueillir ça, elle lui répond allez, ça suffit, t'es pas beau quand tu pleures. Et ce t'es pas beau quand tu pleures, moi je dois dire, je le trouve un peu triste. D'ailleurs, ce jour-là, et ça m'arrive pas toujours, et ça c'est encore une autre question qu'on pourrait traiter dans un autre jour, sur doit-on réagir quand on entend des gens qui, qui se qui se comportent de façon pas très agréable avec leurs enfants. En l'occurrence, moi j'ai marché à côté d'elle et donc j'ai doucement souri en disant oh bah si, il est toujours beau, qu'il pleure ou pas. Voilà, quelque chose comme ça pour essayer d'adoucir les choses à ma propre dimension. Mais là n'est pas la question. La question c'est on peut en parler avec notre enfant, c'est-à-dire que là on peut tout simplement. Là moi j'étais pas hors de moi, j'étais calme et donc je pouvais ensuite en parler avec mon fils en disant tiens t'as entendu ce qu'elle lui a dit la maman, c'était pas très gentil, hein, t'en penses quoi toi? Euh, et, et voir comment réagit notre enfant. Par exemple, si dans ces circonstances-là, mon fils en maternelle me répond oui, bon, bah, c'est normal, hein, tu sais. D'ailleurs, la maîtresse, elle dit pareil quand Joachim il pleure. Par exemple, bah, moi ça m'intéresse. Donc c'est intéressant d'avoir ces échanges-là avec nos enfants, de rester dans l'interrogation. Sinon, ils risquent de moins s'ouvrir et de moins nous raconter ce qu'ils vivent. Donc moi, c'est pour ça que si j'ai le choix, enfin quand je suis suffisamment en contrôle pour en avoir le choix, j'aime bien être dans l'interrogation et leur poser des questions et lui dire ah oui d'accord, ah oui c'est vrai la maîtresse aussi elle dit ça, ah, d'accord, et mais pourquoi elle dit ça, dans quel genre de circonstances, ah ok, et du coup est-ce que qu'est-ce que ça a comme effet, comment il se sent Joachim quand elle lui dit ça, ok, mais en fait pourquoi elle fait ça, et alors quand j'arrive à être suffisamment posée, c'est ce que j'adore faire avec mes enfants, c'est les aider à essayer de voir ce qui pousse les adultes à se comporter comme ça, c'est-à-dire essayer de s'ouvrir au monde de l'autre. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast comment leur expliquer les autres, parce que je pense que ce qu'on a de bien à retirer de ça, c'est une forme de développement d'empathie. C'est qu'ils essayent de voir pourquoi les autres se comportent comme ça. Le fait que c'est leur stratégie qui peut être inadéquate quand, par exemple, ils sont un peu violents,
en tout cas dans leurs mots, mais que fondamentalement leur intention ne l'est pas forcément. Et donc ça, c'est intéressant. Ça leur ouvre déjà la possibilité d'aller, ce qu'on appelle en communication non violente, aller sur la colline de l'autre, parce qu'on les aide à s'ouvrir au monde de l'autre. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'elle veut faire, la maîtresse, quand elle dit ce genre de choses? Pourquoi elle fait ça? Et voilà, c'est intéressant. Là, on peut aller dans une discussion de l'ordre de la maîtresse, elle veut encourager Joachim à arrêter de pleurer parce que en fait, elle aime pas quand Joachim pleure. Mais pourquoi elle n'aime pas quand Joachim pleure? Bah, il y a des raisons différentes. En l'occurrence, la maîtresse, il y a aussi une question de gestion du groupe et de la classe, mais il peut y avoir aussi que elle aime pas que Joachim se sente mal, d'accord? Mais alors du coup, est-ce que tu as l'impression que quand elle lui dit ça, même s'il arrête de pleurer, du coup, ça se voit plus, mais est-ce que vraiment il se sent mieux? Bah non, pas vraiment. Et comme ça, on peut vraiment discuter de ça et de la situation, aller plus loin dans la situation et aider l'enfant à analyser par lui-même. Voilà, donc je rejoins le sens critique dont je parlais tout à l'heure, et à la fois développer l'empathie pour voir que la maîtresse avait peut-être de bonnes intentions, comme la maman qui a dit à son fils que t'es pas beau quand tu pleures. Bah, finalement, elle avait peut-être de chouettes intentions. Ou alors, si c'était pas des intentions pour l'enfant, on pourrait dire, ok, ça peut être ça, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bah, peut-être que cette maman, elle est usée parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle s'est engagée sur un truc, elle n'avait pas la disponibilité mentale pour penser à tout, et du coup elle le regrette, et là ça la renvoie face à un certain échec, et du coup elle reporte un petit peu ça sur son fils. Encore une fois, on dit pas que c'est bien, mais au moins on comprend le monde de l'autre, et c'est intéressant d'aller creuser ça. Si je reprends un des exemples que je vous ai donné dans le podcast Ce qu'on ne contrôle pas mais qu'il voit, c'était l'exemple d'une maîtresse qui était en classe, en double classe CE1, CE2, et qui s'absentait de la classe pendant un moment et qui disait les CE2, vous surveillez les CE1 et s'il se passe quelque chose, vous serez punis. Bon ben, moi, quand mon fils me rapporte ça vraiment, ça m'agace. Euh, et à la fois, on peut saisir cette opportunité pour aller voir ce qui se passe dans le monde de la maîtresse à ce moment-là. Ok, mais pourquoi tu penses qu'elle fait ça, la maîtresse? Oui, parce que elle veut que la classe reste calme. Ah oui, d'accord. Et pourquoi elle veut que la classe reste calme? Qu'est-ce qui est important pour elle? En fait, elle veut faire attention aux classes d'à côté. Elle veut pas qu'il y ait trop de bruit pour pas déranger les classes d'à côté. Ok, donc elle a une intention qui est en fait ultra positive. Son intention, c'est le respect de l'espace des autres. Ok, mais du coup, quand elle dit ça, qu'est-ce que ça crée en fait? Bah, ça veut dire que du coup, il y a comme un- comme les CE2 se mettent à disputer les CE1, ok, et ça c'est bon qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'ambiance du groupe? Est-ce que ça crée de la cohésion? Peut-être qu'elle se rend pas compte de ça. Bah non, ouais, mais tu vois, bah en fait il y a plein d'adultes qui font des choses avec de bonnes intentions, mais ils réalisent pas. Je pense qu'ils n'ont pas conscience des effets que ça peut avoir en fait. C'est intéressant de se rendre compte de ça parce que moi c'est ce que j'aime dans mes démarches éducatives, et ça mes enfants savent bien qu'on est dans une démarche éducative où on réfléchit. C'est le fait d'avoir conscience. C'est le fait de se poser des questions, parce que je pense qu'il y a plein d'adultes qui utilisent certaines méthodes sans y avoir réfléchi, et s'ils y réfléchissaient, s'ils voyaient ce que ça peut créer, bah en fait ils utiliseraient autre chose, c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps, ou personne leur a expliqué, ou etc. Moi j'aime bien cette démarche d'expliquer ça à mes enfants, parce que ça aide à donner le bénéfice du doute aux autres, plutôt que d'être tout de suite dans la réaction. Voilà, ça c'est quand je suis raisonnée et raisonnable. En réalité, il y a aussi plein de moments où je boue un petit peu. Je vais vous donner un exemple encore plus récent, là, ça date de cette semaine, où l'un de mes fils, donc au collège, en quatrième, me dit qu'il y a eu une assemblée je sais pas si c'est du niveau ou du collège, peut-être que des quatrièmes, j'en sais rien, où il dit que, en tout cas, en assemblée, on leur a expliqué qu'on allait moins tolérer les retards, et que à chaque fois que un élève allait arriver en retard, il allait avoir un ticket, un mot, je sais pas quoi, et au bout de 3 retards, 1 heure de colle. Je sais que c'est le genre de choses qui est en place dans plein de collèges, que je vous apprends rien en disant ça. Mais moi, je te dire que ça m'agace. Ça m'agace que ce soit ce qu'ils aient mis en place directement, sans discuter d'abord des retards. Et donc, ça, j'en parle avec mon fils. Et c'est vrai que je suis moins dans la conversation à ce moment-là, je suis plus dans l'affirmation de mes propres valeurs. Alors pourquoi? On peut se poser la question pour plusieurs raisons. D'une part, parce que moi je suis activée, je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous comprenez même pas, parce que vous dites, c'est pas non plus extraordinaire de dire que les élèves doivent arriver à l'heure. Effectivement, je vois bien l'intention positive. Et je suis pas du tout contre ça. Je trouve ça très bien d'essayer de faire en sorte que les élèves arrivent à l'heure. Euh, mais ce qui m'agace là-dedans, c'est justement la raison pour laquelle je suis moins dans l'interrogation à ce moment-là, et en même temps que je vous le partage, je me dis que je devrais quand même l'être,
une espèce d'usure, en particulier dans le cadre éducatif, où je me dis que justement dans un collège, les questions d'éducation, j'attendrai d'eux qui se posent plus de questions que dans d'autres cadres, parce que justement cette conscience-là, pour moi, c'est nécessaire, ça fait partie de leur métier, plus que les parents, bien qu'on pourrait se dire que les parents aussi, ils devraient être formés et avoir un métier, sur en quoi je crois aujourd'hui, mais je sais que c'est un peu plus illusoire. Et puis la deuxième chose, c'est que mon enfant est plus grand, c'est-à-dire qu'arrivé en quatrième, des discussions, on en a déjà eu beaucoup, et donc c'est vrai que j'ai moins d'attachement à cette démarche-là. Donc ça dépend également de la maturité, de la relation, de l'historique de vos échanges, etc. Cependant, tout en vous parlant, je me dis que je vais quand même retourner lui en parler, même si j'ai déjà un peu affirmé, plus qu'un peu, affirmé mes valeurs par rapport à ça. Et donc, on en a parlé, où je lui ai dit, mais tu vois, moi, ça m'agace qu'il bascule tout de suite en 3 retards, 1 heure de colle, parce que c'est quand même... D'abord, est-ce que quelqu'un a pris le temps de discuter de pourquoi ça perturbait les choses que les élèves arrivent en retard? Parce que finalement, si les élèves arrivent en retard et arrivent en retard à répétition, c'est peut-être tout simplement parce que ils s'en foutent complètement d'arriver en retard. Ok. Et quel est l'inconvénient d'arriver en retard? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils le voient pour eux, mais aussi pour les profs et aussi pour les autres élèves? Est-ce qu'il y a eu des discussions de classe où on a dit, tiens, j'aimerais bien vous parler des retards. On nous a rapporté qu'il y avait quand même beaucoup de retards régulièrement, et y compris des élèves qui arrivent à retard à répétition. Et en fait, est-ce que vous voyez ça mal, vous, les élèves? Qu'est-ce que vous voyez comme problème dans les retards? Euh, Est-ce que vous voyez qui ça peut déranger? Est-ce qu'il y en a que ça dérange que les autres arrivent en retard? Peut-être qu'il y en a qui vont dire, bah oui, moi ça me perturbe parce que j'essaye d'écouter et puis ça arrive en retard, et que ceux qui arrivent en retard, bah, ils en avaient même pas conscience. Peut-être que le prof, c'est le moment où il dit, en fait, moi, peut-être que vous en avez pas conscience, que vous pensez que juste moi, mon cours, je le connais et que vous arriviez en retard ou pas en retard, c'est juste vous qui ratez le début et puis c'est tout. Mais en fait, moi, à chaque fois, ça me perturbe et je suis interrompue. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de pouvoir rester dans ma concentration, tout comme vous, quand vous êtes interrompu, par exemple, quand vous faites un devoir, est-ce que ça vous perturbe, etc. Est-ce que vous vivez ça? On peut échanger là-dessus. Il y a peut-être, et probablement même, je l'admets, bien volontiers, il y a tout un tas d'élèves qui arrivent en retard et qui ne seront pas du tout sensibles à tous ces arguments-là. Mais peut-être qu'il y en a qui le seront, donc ça vaut le coup de donner le bénéfice du doute. Et puis s'ils ne le sont pas, encore une fois, il y a 2 raisons. Peut-être juste parce qu'ils n'ont pas du tout l'appréhension de ça, et donc on pourrait très bien envisager de voir aussi un petit peu, d'essayer de développer l'empathie en leur faisant vivre aussi également les impacts que ça peut avoir le retard. Typiquement, si s'ils sont en train de faire une présentation et qu'il y en a qui arrivent en retard pendant ce temps, par exemple, ou de ce genre de choses-là, ou bien on pourrait envisager la possibilité que des élèves qui arrivent à répétition en retard, qu'il y ait un contexte, c'est-à-dire est-ce que réellement ils choisissent d'arriver en retard ou est-ce qu'ils ont une difficulté qu'on n'a pas vue. Je repense à une scène de la vie scolaire où il y a un enfant qui se fait attraper à la cantine en train de voler des pommes et des yaourts, je crois, et du coup il est suspendu du collège. Et après coup, ils apprennent qu'en fait il est dans une situation familiale très difficile où finalement ils n'ont pas assez à manger à la maison, quoi. Et donc je dis pas qu'il faut pas des règles et des limites, etc. Mais s'asseoir avec l'enfant et voir ce qui se passe, par exemple s'asseoir et lui dire, j'ai remarqué que tu arrivais régulièrement en retard. Est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi? Ce qui se passe chez toi? Parce que peut-être que cet enfant, finalement, si on est dans son équipe et qu'on l'aide, eh ben, on peut faire en sorte qu'il trouve peut-être qu'il a un problème d'organisation, tout simplement, et qu'on va l'aider à développer ce qu'il faut pour arriver à l'heure. Et finalement, là, on a une posture qui fait qu'on est dans la coopération plutôt que dans le pur contrôle externe, et ça le mettra dans de meilleures dispositions également pour son travail scolaire et tout le reste, en fait. Ça crée une ambiance et un lien, une connexion qui n'a rien à voir avec le côté au bout de 3 retards, vous aurez 1 heure de colle. En fait, on veut même pas entendre ce qui se passe pour vous et on cherche pas à développer votre motivation interne d'arriver à l'heure. Alors, j'ai développé un peu longtemps sur cet exemple-là. L'idée n'était pas de parler du cas spécifique du retard au collège. L'idée, c'est juste de dire qu'il existe d'autres façons d'aborder les choses. Et quand j'explique tout ça à mon fils et que je lui dis, mais par exemple, est-ce que vous avez eu en classe une discussion autour des retards? Parce que peut-être que les élèves, il leur arrive ceci et cela, et peut-être que si on était dans la même équipe, voilà, et que je lui explique tout ça, et ça l'amène à réfléchir. Eh bien, ouais, t'as raison, oui, c'est vrai que peut-être que, ah oui, ah bah tiens, ça, ce serait une bonne idée. Ah bah, voilà. Et donc ça l'aide à voir un petit peu
le fait que j'aborde l'éducation et les relations adultes-enfants sous un autre angle. Ça ne veut pas dire que j'ai raison sur cette question de retard, vous avez le droit d'avoir une autre opinion là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de saisir les opportunités des moments où nos enfants vivent d'autres choses pour soit réaffirmer nos valeurs, comme je le fais dans l'exemple des retards, soit interroger nos enfants sur comment ils vivent les choses eux, développer leur sens critique et les aider à s'ouvrir au monde de l'autre. Donc si on refait le lien finalement pour finir cette mini-série avec le premier podcast qui s'intitulait Fais un bisou à papy, ben, voilà comment on pourrait s'ouvrir avec cette petite fille de 5 ans donc et lui dire voilà, pourquoi tu penses que ton papy te dit ça en fait? Qu'est-ce qu'il cherche à faire quand il te demande un bisou? En fait, déjà, pourquoi il te demande un bisou? Est-ce qu'on sait ça? Déjà, rien que ça, c'est hyper intéressant parce que la petite fille, elle va d'elle-même dire, elle me demande un bisou parce qu'il aime bien les câlins, parce qu'il m'aime bien, etc. Donc déjà, rien que ça, ça va l'aider à se reconnecter à son papy et pas être que dans la posture, mon papy, il me force à et sinon, il me fait du chantage. Donc rien que ça, c'est intéressant. Ok. Et pourquoi il comprend pas quand tu lui dis non, en fait? Donc ça aussi, on peut en parler. Et ensuite, on peut dire, tu sais, est-ce que tu sais que que l'éducation, ça a pas mal évolué, que ton papy, lui, quand il était petit, on lui demandait pas son avis, en fait. Tu vois? Déjà, moi, on me demandait moins mon avis qu'à toi, mais alors à son âge, bah, les enfants, ils étaient, tu sais, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus sévères. Ils n'avaient pas le droit de parler à table. Les maîtres étaient beaucoup plus rigides. Ils pouvaient aller dans le coin avec un bonnet d'âne. Enfin, on peut aussi aider nos enfants à voir ça, à voir l'évolution des choses et dire. Et donc est-ce que tu vois que pour lui, c'est plus difficile de comprendre que moi, je te dis à toi que tu as toujours le droit de dire non, parce que peut-être que lui, il n'a pas eu le droit de dire non quand il était petit, et que quand on lui demandait un bisou, il n'y avait pas de question là-dessus. Et donc aujourd'hui, tu vois, s'il se dit que en fait c'est pas une bonne idée, enfin que les enfants doivent pouvoir dire non, bah, ça veut dire qu'il est en train de se dire mais alors quoi, mes parents à moi ils m'ont mal éduqué alors, ils m'ont mal élevé, j'ai pas appris comme il fallait, et ça c'est dur de remettre en cause ces choses-là. Est-ce que tu vois? Et là on peut aider la petite fille à gagner en empathie. Ça veut pas dire qu'il faut dire à la petite fille qu'il faut céder à son grand-père parce que c'est comme ça qu'il est éduqué et qu'on comprend son attitude. C'est pas parce qu'on comprend l'attitude qu'il faut forcément y répondre. Mais ça peut aider, en tout cas, à s'ouvrir au monde de l'autre, voilà. Et le fait de rejoindre l'autre, ça permet de plus être contre et donc de pouvoir co-construire. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer cette petite fille qui dirait à son papy ensuite, après avoir mieux compris, quelque chose de l'ordre de, tu sais, papy, je sais que les bisous c'est important pour toi, mais je me rends compte que pour moi c'est pas facile. Et tu serais ok pour que je te fasse un check de la main plutôt? Parce que c'est pas parce que je t'aime pas que je veux pas te faire un bisou. Par exemple, on pourrait très bien imaginer si la petite fille réagir comme ça, vous voyez. Et ça, c'est parce qu'on aura discuté avec elle. Et donc, à la fois, on aura pu garder nos propres valeurs qui sont importantes parce que, typiquement, dans cet exemple, la maman veut transmettre des notions importantes de consentement à sa fille. Et à la fois, réussir à lui dire que même quand on n'est pas d'accord sur les stratégies, on peut quand même aller à la rencontre de l'autre, en tout cas quand ça compte pour nous. Voilà, j'espère que tout ça vous inspirera et si vous avez des commentaires, laissez-les nous et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochains numéros de ce podcast. À très vite.